Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Les tensions entre l'Ukraine et la Russie inquiètent le Vatican. Nous entendrons le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin. En Suisse, une décision du Vatican à propos d'un prêtre abuseur suscite des interrogations chez les victimes. Et puis la mise en vente pour la période de l'Avent d'un gâteau par le Secours catholique, baptisé le Fraternel. Il a été conçu par un grand chef, mais aussi cuisiné par des personnes aidées par l'association. Pour répondre à la colère des Gilets jaunes, de plus en plus soutenus par les Français, Emmanuel Macron a lancé une concertation de 3 mois sur la transition énergétique. Ne pas dissocier les enjeux sociaux et ceux liés à l'environnement, est-ce la solution pour sortir de la crise ? On en débat avec Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, et Henrik Lindel, chef de rubrique Société à la vie. Et on commence avec le regain de tension entre la Russie et l'Ukraine. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a fait part hier de sa vive préoccupation face à cette situation. Dimanche, 3 navires avec 24 marins ukrainiens ont tenté de pénétrer en mer d'Azov par le détroit de Kertch. Ils ont été capturés par les gardes côte russe. C'est la première confrontation militaire ouverte entre Moscou et Kiev depuis 2014, alors que le conflit dans la région ukrainienne du Donbass entre loyalistes et séparatistes pro-russes n'est pas encore réglé. Au micro d'Antoine Coty, le cardinal Parolin a tenu à appeler à la sagesse pour éviter un point de non-retour. C'est une situation qui nous préoccupe beaucoup. Et nous avons essayé d'être voisins, d'être très proches à cette situation. Vous connaissez cette initiative, le pape pour l'Ukraine, surtout sur le plan humanitaire, mais aussi pour essayer un peu de promouvoir la paix et l'entente. Alors qu'aujourd'hui la tension devient plus forte, c'est un motif de soucis et de préoccupations. Et je pense vraiment, je me souviens que je le disais encore quand j'ai visité l'Ukraine, essayer d'éviter une escalation. Et aujourd'hui, on assiste à ça. Voilà la question de la paix qui était au cœur de l'intervention aujourd'hui à Paris du cardinal Parolin. Il est venu pour un colloque international organisé par l'UNESCO et le diocèse italien de Cremona sur la figure et l'œuvre de Don Primo Mazzolari. Ce prêtre italien résistant pendant la Seconde Guerre mondiale a fondé la revue Adresso en 1949. Sa pensée anticipait quelques-unes des orientations du Concile Vatican II en ce qui concerne l'Église des pauvres, la liberté religieuse ou le pluralisme. Dans son intervention, le cardinal Parolin a tiré 2 enseignements de la vie de ce courageux prêtre. La paix naît du dialogue entre les hommes et seul l'engagement de chacun permet d'habiter l'histoire avec amour. Mazzolari, il me semble, est un homme qui était ouvert à tout le monde, à toutes les catégories de personnes, aussi au plus loin, parce qu'il voulait annoncer l'évangile. Et avec référence au thème du colloque aujourd'hui, Mazzolari et la paix, ce n'est pas nécessaire de faire beaucoup de discours sur la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Il y a beaucoup de conflits par tout le monde et la nécessité de construire la paix et d'éduquer à la paix. Au Pakistan, le meneur des manifestations contre Asia Bibi a été interpellé par la police. Le prédicateur islamiste Kadim Hussein Rizvi a été arrêté dans la nuit du vendredi à samedi avec d'autres de ses partisans, fervents défenseurs de la loi sur le blasphème. Il est à l'origine des manifestations qui ont paralysé le Pakistan pendant 3 jours après l'annonce de l'acquittement d'Asia Bibi. Je vous rappelle, cette chrétienne condamnée en 2010 à la peine de mort pour blasphème a été libérée le 31 octobre. Aujourd'hui, on pense qu'elle aurait réussi à être extradée de son pays avec sa famille. En Syrie, Monseigneur Odo, évêque chaldéen d'Alep, espère assister au commencement de la fin du conflit dans son pays qu'il n'a jamais quitté. De passage en France, il nous a fait part de ses espérances malgré les récents combats. Samedi à Alep, plusieurs dizaines de personnes, dont des enfants, ont été hospitalisées en détresse respiratoire après une attaque chimique. La veille, l'État islamique a lancé un assaut à l'est du pays qui a duré 3 jours. 92 membres des forces démocratiques syriennes, 61 djihadistes et 51 civils ont été tués. On le voit, ce conflit semble s'éterniser. Pour autant, pour les chrétiens sur place, la vie reprend son cours avec l'espérance de jours meilleurs, nous a confié Monseigneur Antoine Odo. Quand on me demande depuis Alep et le départ des groupes armés
de la partie est de la ville, nous sommes un peu plus tranquilles. Il y a l'eau, l'électricité, la vie reprend tout doucement. Et on souhaite que ce soit le début de la fin de la guerre. Quand j'interroge les gens me disent ça va beaucoup mieux, moins d'inquiétude et surtout moins d'obus qui étaient lancés sur nos quartiers dans la partie est où se trouve la majorité des chrétiens. J'ai l'impression, comme ces groupes armés sont en perte de vitesse, ça c'est mon impression de quelqu'un qui vit sur place, ils font tout pour maintenir la violence et les tensions, pour dire que la guerre n'est pas terminée et qu'ils sont toujours menaçants et dangereux. Direction la Suisse maintenant, où des victimes d'un prêtre abuseur se disent déboussolées après une annonce du Vatican. Au terme d'une procédure canonique, la Congrégation pour la doctrine de la foi a mis fin aux mesures provisoires prises par l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg concernant un prêtre soupçonné d'abus sexuels sur mineurs, des faits commis il y a plus de 50 ans. Informé de ces agressions en 2016 par 2 victimes, Monseigneur Morero, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, avait alors suspendu le prêtre et transféré le cas au Vatican. Samedi dernier, la presse locale a rapporté que Rome avait mis fin à cette suspension provisoire, une décision qui a déstabilisé le SAPEC, le groupe de soutien aux personnes abusées dans une relation d'autorité religieuse. On écoute son président. Je trouve ça choquant, parce qu'au fond, on attend maintenant que la fameuse tolérance zéro des signes concrets, et on en voit relativement peu. Et là, justement, il y a un manque de soutien à un évêque qui fait son boulot au mieux, et c'est particulièrement grave pour les évêques et les supérieurs de congrégation des autres pays, du tiers-monde notamment, qui ont déjà tellement de peine à s'occuper de ce problème et à le gérer comme il faut. Donc là, il n'y a pas un soutien. Quelqu'un qui est bien investi comme Monseigneur Morero se voit en quelque sorte désavoué. Alors une incompréhension entendue par Monseigneur Morero. Il a tenu à rappeler que les mesures qu'il avait prises étaient de toute façon provisoires. On l'écoute. Évidemment que, existentiellement, pour des personnes qui se plaignent, voir que les prêtres à propos desquels elles se sont plaints peuvent recommencer à célébrer, ça, de leur point de vue, c'est vraiment perçu comme la levée d'une suspension. Et effectivement, de ce point de vue, ça l'est, même si c'est dans un processus où on pourrait décrire ça autrement. Beaucoup de victimes, je ne parle pas de ces cas particuliers simplement, c'est que ce qu'on appelle tolérance zéro, elles ne comprennent pas très bien comment c'est mis en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors, est-ce qu'on traite tous les cas sous le terme générique abus sans faire de distinction? Comment tient-on compte de la souffrance et du traumatisme des gens après des années, même en cas de prescription? Je crois qu'il y a encore pas mal à faire dans ce domaine. Alors la question des abus dans l'Église a été au cœur de l'Assemblée plénière des évêques suisses. Elle s'est achevée hier. Parmi les autres sujets, la solidarité avec les chrétiens d'Orient. Les évêques suisses invitent tout particulièrement à prier pour eux pendant la période de l'Avent. Des troncs seront installés dans les églises pour aider concrètement les chrétiens du Moyen-Orient. Retour en France, dans le diocèse de Cambrai. Dimanche dernier, 3000 fidèles ont participé à la messe d'installation de Monseigneur Vincent Dolman au Palais des Grottes. Monseigneur Vincent Dolman est devenu archevêque du lieu le 15 août dernier, après le décès de Monseigneur Garnier. Entouré de ses confrères et des fidèles du diocèse, mais aussi de Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique en France, Monseigneur Dolman a tenu à remercier à l'issue de la célébration tous les acteurs locaux de son diocèse, en particulier les prêtres, pour leur travail. Et pour montrer sa joie d'être au service de l'un des diocèses du Nord, il s'est même exprimé avec la langue locale, le ch'ti. Les racines, c'est l'Alsace. Les mêmes cœurs, Jachte, d'un diocèse de Cambrai et d'une région du Nord.
À partir du 1er décembre, pour la période de l'Avent, le Secours catholique lance son gâteau, le Fraternel, une pâtisserie imaginée par le chef Damien, mais qui, dans sa confection, veut aussi inclure les personnes que le Secours catholique aide. Les ventes auront lieu dans les délégations régionales du Secours catholique, ainsi que sur Internet. Les dons seront reversés pour les personnes les plus fragiles, comme hier à Paris avec un atelier à la Maison Caritas. On rassemble la farine et on va l'incorporer petit à petit à ce machin. Françoise suit la recette à la lettre. Cet après-midi, elle anime un atelier au Secours catholique pour cuisiner un gâteau un peu spécial, le Fraternel. Un gâteau marbré avec une petite touche en plus, quelques pincées d'épices. Voilà, stop. Et alors après, regarde, tu plantes un petit peu puis tu t'amuses à faire des... Aujourd'hui, tout le monde est invité à mettre la main à la pâte, les bénévoles comme les personnes accompagnées par le Secours catholique. Le Secours catholique quand même donne des choses. Je crois qu'il est normal de le rendre également par une participation de chacun à son niveau, à sa valeur, à ce qu'ils peuvent donner chacun, puisque tout le monde peut apporter quelque chose, je pense. Laurence est suivie par le Secours catholique et elle donne de son temps à l'association dès que possible. Aujourd'hui, comme c'était l'atelier pour la préparation du gâteau pour les pauvres, nous sommes toutes volontaires, quoi. Et nous sommes là, c'est pour aider. Ce que nous faisons notre possible. Hein. Oui, il est bien. Vachement bien. Voilà mes enfants. Hop. 45 minutes. Le Fraternel a été lancé pour récolter des dons pour l'association en cette période de Noël. Une alternative aux traditionnelles ventes de bougies et surtout un symbole du partage. C'est l'occasion de se rencontrer et puis d'échanger. Je ne connaissais pas ces dames qui étaient là aujourd'hui. Moi, elles ne me connaissaient pas, on est voisins. Hein. Donc c'est l'occasion, elles vont venir nous voir samedi, c'est parfait. Avis aux gourmands, les 5 gâteaux seront proposés aux passants devant la Fraternité des Épinettes, à Paris, le samedi 1er décembre. Et pour vivre le temps de l'Avent en famille avec de belles histoires, les 7 diocèses de la province de Reims proposent un calendrier de l'Avent numérique. La première histoire à lire ou à faire lire aux enfants de 8-12 ans sera en ligne au matin du 2 décembre, premier dimanche de l'Avent. Chacune de ces histoires permettra de découvrir quelque chose du mystère de Noël et tout commence par une connexion sur le site internet www.lecheminversnoël.fr où chaque famille peut se créer un compte et accéder au calendrier de l'Avent. On poursuit avec la chronique du Père Vénard et cette semaine, il invite les catholiques à avoir de l'humour. Non, je ne vous parlerai pas des gilets jaunes. D'abord, parce que comme aumônier de gendarmerie, c'est un peu délicat, vous le comprenez bien. Et puis parce que cette actualité est triste, elle est un peu morose, à l'image du temps que nous supportons en ce moment. Alors, face à cela, vous savez, vous avez cette phrase de Nietzsche qui dit que l'humour est la politesse du désespoir. J'espère bien que nous ne sombrons pas dans le désespoir. Cela dit, nous avons bien besoin d'humour. D'ailleurs, vous connaissez comme moi l'adage qui dit qu'un saint triste est un triste saint. Cet humour, bien sûr, il ne s'agit pas de faire de l'ironie malsaine ou de se moquer d'autrui. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il vaut mieux commencer par de l'humour sur soi-même. L'intérêt de cela, c'est que le sujet est inépuisable et qu'on a toujours de quoi s'amuser de soi-même. C'est en même temps un signe de bonne santé psychique. Oui, parfois, le catholique ne donne pas trop l'impression de savoir s'amuser, de savoir rire, de savoir plaisanter. Je me souviens d'un excellent petit livre de Didier Decoing qui s'intitule « Jésus, ce Dieu qui riait ». Au-delà de quelques grosses erreurs théologiques, eh bien justement, Didier Decoing nous montre comment Jésus a pu peut-être rire après avoir changé l'eau en vin, de la tête tout à fait étonnée du maître de maison, découvrant que le nouveau vin était meilleur encore que le précédent. Oui, notre religion, et nous en avons plein d'exemples, nous incite plutôt à essayer de garder de l'humour. Dieu est amour, oui, je crois profondément qu'il est aussi humour. Et pour appuyer mon propos, eh bien, je vais citer saint Thomas d'Aquin, le maître des théologiens. Saint Thomas d'Aquin qui dit dans la Secunda Secundae, à la question 168, ceux
qui refuse de se distraire, qui ne raconte jamais de plaisanteries et rebute ceux qui en disent, ceux-là sont des vicieux, pénibles et mal élevés. Chers amis, ne soyons ni vicieux, ni pénibles, ni mal élevés. Rions un bon coup. Merci Père Venard. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et si le Christ revenait demain, serions-nous prêts? La question est posée par Famille Chrétienne, Antoine Marie. Eh bien oui, on entre dimanche dans le temps de l'Avent, et l'Avent, ça n'est pas évidemment que le temps des petits chocolats dans un calendrier, des crèches, des guirlandes, des sapins pour un anniversaire évidemment mémorable pour les chrétiens, mais c'est aussi une répétition en vue du retour en gloire du Christ, la parousie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc pour cette attente avec un A majuscule, eh bien nous proposons des pistes spirituelles pour attendre le Christ, le retour glorieux du Christ. Merci Antoine Marie. La Vie propose un dossier sur ces adultes nés d'un don de gamètes anonyme. Ils sont 70 000 en France et l'hebdomadaire a rencontré certains d'entre eux, Henrik. Oui, tout à fait. Olivier, c'est un sujet absolument exceptionnel. On interroge des personnes qui ont donc... J'ai connu cette expérience, même s'ils n'étaient pas conscients, quand ils ont justement traversé cette expérience qui est très particulière, 70 000 personnes en France. Nous parlons aussi de Noël quand même, Antoine-Marie, même si je dois dire que bravo pour votre sujet, hein, c'est un sujet tout à fait exceptionnel. S'il revenait, que ferions-nous? Il ne faut pas oublier que nous, cette semaine aussi, on s'intéresse beaucoup aux Gilets jaunes, on en parlera tout à l'heure, mais nous, on donne des pistes pour en sortir justement de cette crise, et donc notamment comment on instaure le dialogue entre les gouvernants et les gouvernés de ce pays. Eh bien, on en parle dans quelques instants. Merci Henrik. Enquête sur les monastères dans France catholique. L'hebdomadaire a rencontré Marie et Jacques, un couple parti en pèlerinage dans toute l'Europe, de monastère en monastère. La vie monastique est tellement intense qu'elle rend fade les délices de la vie, témoigne le couple qui a réalisé un film documentaire sur son aventure, diffusé sur la chaîne Arte. Les Gilets jaunes ont une de pèlerins. L'hebdomadaire a recueilli des témoignages comme celui de Stéphanie, 44 ans, employée au CHU de Rouen, avec 13 300 euros de salaire et 1 000 euros de facture. Ce sont ses fils de 21 ans qui l'aident à finir ses fins de mois. Pour le journaliste politique Alain Duhamel, l'État n'a pas tenu compte du phénomène d'accumulation et d'un sentiment d'injustice. Les librairies à l'honneur dans l'hebdomadaire protestant Réforme. Elles se battent en France pour continuer d'exister. Des libraires s'expriment avec passion dans les colonnes de Réforme. Si l'avenir n'est pas serein, tout stable sur la créativité. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, le dossier. Antoine-Marie Henrik, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débat, un nouveau débat sur le ras-le-bol généralisé, né de la hausse du prix de l'essence des Gilets jaunes. Le président Emmanuel Macron a décidé de lancer une grande concertation sur la transition écologique et sociale. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Écoutez, on est dans le en même temps, la fin de mois et la fin du monde. Effectivement, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas le choix. Je crois qu'il a raison. Son discours d'il y a 2 jours était quand même assez honnête de ce point de vue-là. C'est un homme qui est pragmatique. Mais je pense que finalement, quand on essaie de comprendre le phénomène des Gilets jaunes, qui est quand même plébiscité par plus de 80% des Français aujourd'hui, c'est la facture au bout de 18 mois, finalement, d'une très mauvaise élection d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas une surprise. Il y a 18 mois ici, on le disait, il a été élu par 44% des inscrits. Vous enlevez à ça tous ceux qui ont dit avoir voulu faire sincèrement ou réellement barrage à Marine Le Pen. Finalement, il a été élu par 25% des Français. Évidemment, comment voulez-vous aujourd'hui gouverner un pays avec 25% des Français, dont on sait qu'aujourd'hui, une partie des marcheurs ne sont plus vraiment derrière lui sur cette question de la taxe carbone. Mais globalement, il a raison. Mais je ne vois pas comment il ne pourra pas reculer à un moment ou à un autre. Oui, bien sûr, il a raison. Mais c'est même une banalité de le dire. Il faut évidemment lier une réforme dans n'importe quel domaine, je dirais, avec le social. Les mesures pour l'écologie sont perçues comme quelque chose qui est socialement injuste, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Il s'agit d'une maladie. C'est un peu comme disait ma kiné ce matin. Il y a un temps d'incubation, et puis il y a la maladie qui se déclare. Et ce moment entre quand le virus infecte le corps et quand la maladie se déclare, il peut y avoir un moment assez long, et c'est le cas ici.
Et la maladie, ça s'appelle le décrochage entre la France périphérique et la France des métropoles. La maladie, ça s'appelle le pouvoir d'achat qui baisse, pas d'aujourd'hui, mais depuis déjà quelques années. La maladie, ça s'appelle de plus en plus de Français qui se sentent abandonnés, ou délaissés, marginalisés par les élites. Vrai ou faux, mais ce sont des sentiments profonds qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et Macron et Édouard Philippe, pardonnez-moi, le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe, c'est vrai que ce n'est pas juste à le regard parce qu'ils payent un peu le prix de ce mécontentement qui est extrêmement profond. Mais je veux dire que quand Emmanuel Macron explique un peu comme si c'était une pensée absolument révolutionnaire, qu'il faut lier le social et l'écologie, je me dis, mais c'est presque, pardonnez-moi, mais c'est presque du foutage de gueule. Nicolas Hulot l'a très bien dit. Bien sûr, il faut faire ces mesures en respectant la justice sociale, mais justement en le respectant. Et le sentiment des Français, c'est que justement, ça n'est pas respecté. Et une concertation, ça va suffire, Antoine Marie, pour répondre à cette colère soulignée par Henrik? La concertation, Henrik vient de citer Nicolas Hulot. Moi, à mon avis, c'est une des grosses erreurs du président Macron, c'est de s'être séparé, ou du moins d'avoir laissé partir Nicolas Hulot, le populaire Nicolas Hulot, qui lui, évidemment, était l'apôtre, pardon pour l'expression ici sur ce plateau, mais l'apôtre de la transition écologique que Emmanuel Macron veut faire avaler, digérer aux Français, avec quelques sous en plus sur la facture, ou beaucoup de sous en plus sur la facture du diesel en janvier. Et Nicolas Hulot était effectivement le défenseur de cette transition écologique, mais lui était aussi en faveur d'une vraie concertation. Et une fois de plus, on revient à ce que je viens de dire à l'instant, c'est que comme il n'y a plus la base, il n'y a pas de base pour soutenir Emmanuel Macron, évidemment, il est en train de se dire, mais oui, il faut effectivement cette concertation, et donc on va parler en région, on va faire travailler les départements, on va faire... Moi, ce qui m'étonne ou ce qui m'intéresse dans ce phénomène des Gilets jaunes, c'est qu'en fin de compte, c'est un mouvement totalement insaisissable. Les partis n'ont quasiment pas prise sur les Gilets jaunes, ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, les syndicats pas plus. Finalement, c'est assez insaisissable pour nous, observateurs, pour les lambda, et puis pour le président de la République lui-même. Ça ne doit pas être très très commode. Alors justement, qu'est-ce que ça montre, le fait que ce soit insaisissable, Henrik ? Justement, on ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain. Donc, du jour en jour, la situation évolue. Mais c'est absolument passionnant pour nous en tant que journalistes, mais peut-être aussi pour les Français. Au fond, c'est un conflit français, à mon avis, c'est une révolte sociale. On a pu le comparer au jacquerie, on a pu le comparer aussi au poujadisme. Je crois que ce n'est pas une bonne comparaison. Je pense que c'est plutôt une révolte vraiment sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est quoi la réponse du gouvernement et du président ? Pour le moment, ils n'ont reculé sur rien, en fait. L'augmentation des prix du carburant aura lieu le 1er janvier 2019. Tout ce qu'ils ont dit, finalement, c'est qu'on va peut-être augmenter... Enfin, on va sûrement augmenter la prime à la reconversion. Ça passera à 4 000 € pour les 20% les plus pauvres. On va faire des mesures un peu techniques, mais sur la question, comment est-ce qu'on aide les gens à mieux arrondir leur fin de mois ? Comment est-ce que les gens vont survivre finalement ? Cette question-là, c'est une question importante, vous êtes d'accord avec moi ? Les aider, les écouter aussi. Elle est tout simplement pas résolue. Mais c'est ça la question. La question, c'est pas comment on va faire face aux menaces planétaires dans un siècle. La question, c'est comment est-ce qu'on va survivre ? Ça, c'est la question qui est posée aujourd'hui. Et la réponse du président, c'est que on va discuter entre Français, dans 3 mois, on aura la réponse. On sait que quand il y a un problème, on crée une commission. Enfin, c'est pas nouveau. La taxe est modulable en fonction du prix du baril. Donc, il y aura peut-être un peu moins de taxes si le prix du baril augmente. Ce n'est pas une réponse à la hauteur des enjeux. Et les Français, selon les sondages, l'ont bien compris. 84% des Français soutiennent les Gilets jaunes. Antoine Marie. Non, ce qui est surprenant une fois de plus, c'est que c'est 84% des Français qui soutiennent le mouvement, mais qui, dans le même temps, pour reprendre une expression très macronienne, disent oui, la transition écologique, oui. Pourquoi pas ? Enfin, ça nous intéresse et on a conscience de ça, parce qu'on a quand même été éduqués depuis un certain moment, depuis un certain temps maintenant, à comprendre que c'est nécessaire, parce qu'on pense à nos enfants, parce qu'on pense à l'avenir, mais le problème, c'est entre le long terme et le court terme. Et à moyen terme, ou à court terme, les Français, ils mangent pas. Oui, et on a des exemples de plus en plus impressionnants, je trouve, de ces classes moyennes en difficulté,
et on sent qu'il y a comme une surdité au niveau du pouvoir. Et ça, moi je suis convaincu, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, qu'Emmanuel Macron ne pourra pas ne pas reculer sur au moins 1 ou 2 points majeurs de sa réforme pour marquer le coup, parce que sinon, c'est la rue pendant des mois et des mois. Parce qu'il y a d'autres revendications aussi des Gilets jaunes. Ils veulent une augmentation du SMIC. Ils veulent aussi plus d'expulsion de ceux qui ont été déboutés pour leur demande de droit d'asile dans ce pays. Il y a beaucoup de revendications d'ordre sociétal ou social. Ce n'est pas un petit mouvement qui concerne une mesure spécifique concernant la taxe sur les carburants uniquement. Moi, je pense, par ailleurs, que c'est une erreur, une grosse erreur de la part des politiques, des élus en général, je dirais, et des observateurs aussi, de vouloir cliver les gens sur l'écologie, parce que je suis sûr que la plupart des Français sont absolument convaincus qu'il faut évidemment protéger l'environnement. Ils ont bien compris que ce n'est pas possible d'avoir une augmentation de la température de 2 ou 3 degrés d'ici 50 ans. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de créer un clivage artificiel autour de cette question-là. Il reste une petite minute, peut-être revenir aussi sur une autre spécificité de ce mouvement. Ce sont les médias très critiqués ces derniers temps, voire agressés, Antoine Marie. Oui, et contrario, je l'entends bien et je l'ai vu, effectivement, et la Croix, je crois, aujourd'hui, en particulier, a consacré sa une intelligemment à cette question. Maintenant, moi, j'ai été étonné aussi par des médias qui sont allés vraiment au devant des Français. Nous, on a fait le choix de le faire aussi, vous le faites, j'imagine, et vous le disiez tout à l'heure, en étant sur les ronds-points, en étant au Carrefour, à la rencontre des Français pour les entendre. Et il y a une chose que je voyais tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui est assez intéressante. Il y a énormément de femmes sur ces mouvements-là. C'est une question à se poser. C'est pas juste un mouvement d'hommes. Donc c'est intéressant. Je pense quelques secondes, Henrik. Oui, je pense que les premières observations du mouvement Gilets jaunes ont été assez mauvaises, parce qu'on a voulu les réduire à des beaufs et des ringards, comme disait le sociologue Jean-Pierre Le Goff dans un entretien accordé au Figaro il y a quelques jours. Et ce mouvement n'est pas un mouvement de beaufs et de ringards et de petits blancs. C'est aussi un mouvement, pardonnez-moi, de petits noirs, de petits maghrébins aussi, et de beaucoup de femmes, beaucoup de Français dans toute leur diversité, dans la diversité de la France périphérique. Et il a fallu aussi du temps pour les médias de comprendre cela. Maintenant, ils l'ont compris. Évidemment, les agressions contre les journalistes sont intolérables et inacceptables. Et il faut évidemment les dénoncer. Merci beaucoup, Henrik. Merci beaucoup, Antoine Marie, d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Une émission à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO, bien sûr.